Un colonel ressuscité. En 1813, un savant prussien est pratiquement obligé de tenter une extraordinaire expérience pour sauver la vie d'un prisonnier, le colonel Fougas, officier de Napoléon. Celui-ci, en effet, gelé dans son cachot, doit être fusillé. Le savant va donc dessécher le colonel et l'enfermer dans un coffre. 50 années plus tard, le coffre tombe entre les mains d'un jeune ingénieur, Léon Renault, qui veut tenter de ressusciter la momie de Fougas. Il reçoit alors la visite du commissaire de police. L'honorable fonctionnaire déclina poliment son nom et sa qualité et demanda au jeune Renault la faveur de l'entretenir à part. « Monsieur, lui dit-il lorsqu'il le vit seul, je sais tous les égards qui sont dus à un homme de votre caractère et dans votre position, et j'espère que vous voudrez bien ne pas interpréter en mauvais sens une démarche qui m'est inspirée par le sentiment du devoir. » Léon s'écarquilla les yeux en attendant la suite de ce discours. « Vous devinez, monsieur, poursuivit le commissaire, qu'il s'agit de la loi sur les sépultures. Elle est formelle et n'admet aucune exception. L'autorité pourrait fermer les yeux, mais le grand bruit qui s'est fait, et d'ailleurs la qualité du défunt, sans compter la question religieuse, nous met dans l'obligation d'agir, de concert avec vous, bien entendu. » Léon comprenait de moins en moins. On finit par lui expliquer, toujours dans le style administratif, qu'il devait faire porter M. Fougas au cimetière de la ville. « Mais monsieur, répondit l'ingénieur, si vous avez entendu parler du colonel Fougas, on a dû vous dire aussi que nous ne le tenons pas pour mort. »« Monsieur, répliqua le commissaire avec un sourire assez fin, les opinions sont libres. Mais le médecin des morts, qui a eu le plaisir de voir le défunt, nous a fait un rapport concluant à l'inhumation immédiate. Eh bien, monsieur, si Fougas est mort, nous avons l'espérance de le ressusciter. On nous l'avait déjà dit, monsieur, mais pour ma part, j'hésitais à le croire. Vous le croirez quand vous l'aurez vu, et j'espère, monsieur, que cela ne tardera pas longtemps. Mais alors, monsieur, vous vous êtes donc mis en règle? Avec qui? Je ne sais pas, monsieur, mais je suppose qu'avant d'entreprendre une chose pareille, vous vous êtes muni de quelque autorisation. De qui? Mais enfin, monsieur, vous avouerez que la résurrection d'un homme est une chose extraordinaire. Quant à moi, c'est bien la première fois que j'en entends parler. Or, le devoir d'une police bien faite est d'empêcher qu'il se passe rien d'extraordinaire dans le pays. Voyons, monsieur, si je vous disais « Voici un homme qui n'est pas mort, j'ai l'espoir très fondé de le remettre sur pied dans 3 jours. Votre médecin, qui prétend le contraire, se trompe. Prendriez-vous la responsabilité de faire enterrer Fougas? Non, certes. À Dieu ne plaise que je prenne rien sous ma responsabilité. Mais cependant, monsieur, en faisant enterrer M. Fougas, je serai dans l'ordre et dans la légalité. Car enfin, de quel droit prétendez-vous ressusciter un homme? Dans quel pays a-t-on l'habitude de ressusciter? Quel est le texte de loi qui vous autorise à ressusciter les gens? Connaissez-vous une loi qui le défende? Or, tout ce qui n'est pas défendu est permis. Aux yeux des magistrats, peut-être bien, mais la police doit prévenir, éviter le désordre. Or, une résurrection, monsieur, est en fait assez inouïe pour constituer un désordre véritable. Vous avouerez du moins que c'est un désordre assez heureux. Il n'y a pas de désordre heureux. Considérez d'ailleurs que le défunt n'est pas le premier venu. S'il s'agissait d'un vagabond sans feu ni lieu, on pourrait user de tolérance, mais c'est un militaire, un officier supérieur et décoré, un homme qui a occupé un rang élevé dans l'armée. L'armée, monsieur, il ne faut pas toucher à l'armée. Et, monsieur, je touche à l'armée comme le chirurgien qui panse ses plaies.
Il s'agit de lui rendre un colonel à l'armée. Et c'est vous qui, par esprit de routine, voulez lui faire tort d'un colonel. Je vous en supplie, monsieur, ne vous animez pas tant et ne parlez pas si haut. On pourrait nous entendre. Croyez que je serai de moitié avec vous dans tout ce que vous voudrez faire pour cette belle et glorieuse armée de mon pays. Mais avez-vous songé à la question religieuse? Quelle question religieuse? À vous dire le vrai, monsieur, mais ceci tout à fait entre nous. Le reste est pur accessoire, et nous touchons au point délicat. On est venu me trouver, on m'a fait des observations très judicieuses. La seule annonce de votre projet a jeté le trouble dans un certain nombre de consciences. On craint que le succès d'une entreprise de ce genre ne porte un coup à la fois, ne scandalise, en un mot, les esprits tranquilles. Car enfin, si Fougas est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Ne craignez-vous pas, en le ressuscitant, d'aller contre la volonté de Dieu? Non, monsieur, car je suis sûr de ne pas ressusciter Fougas si Dieu en a décidé autrement. Dieu permet qu'un homme attrape la fièvre, mais Dieu permet aussi qu'un médecin le guérisse. Dieu a permis qu'un brave soldat de l'empereur fût empoigné par 4 ivrognes de Russes, condamné comme espion, gelé dans une forteresse et desséché par un vieil Allemand sous une machine pneumatique. Mais Dieu permet aussi que je retrouve ce malheureux dans une boutique de bric-à-brac, que je l'apporte à Fontainebleau, que je l'examine avec quelques savants, et que nous combinions un moyen à peu près sûr de le rendre à la vie. Tout cela prouve une chose, c'est que Dieu est plus juste, plus clément et plus miséricordieux que ceux qui abusent de son nom pour nous exciter. Je vous assure, monsieur, que je ne suis nullement excité. Je me rends à vos raisons parce qu'elles sont bonnes et parce que vous êtes un homme considérable dans la ville. J'espère bien, d'ailleurs, que vous ne réprouverez pas un acte de zèle qui m'a été conseillé. Je suis fonctionnaire, monsieur. Or, qu'est-ce qu'un fonctionnaire? Un homme qui a une place. Supposez maintenant que les fonctionnaires s'exposent à perdre leur place. Que restera-t-il en France? Rien, monsieur, absolument rien. J'ai l'honneur de vous saluer. Le 15 août au matin, monsieur Karl Nibor se présenta chez monsieur Renaud avec le docteur Martout et la commission nommée à Paris par la Société de biologie. Comme il arrive souvent en province, l'entrée de notre illustre savant fut une sorte de déception. Madame Renaud s'attendait à voir paraître, sinon un magicien en robe de velours constellé d'or, au moins un vieillard d'une prestance et d'une gravité extraordinaires. Karl Nibor est un homme de taille moyenne, très blond et très fluet. Peut-être a-t-il bien 40 ans, mais on ne lui en donnerait pas plus de 35. Il porte la moustache et la mouche. Il est gai, parleur, agréable et assez mondain pour amuser les dames. Monsieur Nibor et ses collègues, après les compliments d'usage, demandèrent à voir le sujet. Ils n'avaient pas de temps à perdre, et l'expérience ne pouvait guère durer moins de 3 jours. Léon s'empressa de les conduire au laboratoire et d'ouvrir les 3 coffres du colonel. On trouva que le malade avait la figure assez bonne. Monsieur Nibor le dépouilla de ses vêtements, qui se déchiraient comme de l'amadou pour avoir trop séché dans l'étuve du père Mézère. Le corps, mis à nu, fut jugé très intact et parfaitement sain. Personne n'osait encore garantir le succès, mais tout le monde était plein d'espérance. Après ce premier examen, monsieur Renaud mit son laboratoire au service de ses hôtes. Il leur offrit tout ce qu'il possédait, avec une munificence qui n'était pas exempte de vanité. Pour le cas où l'emploi de l'électricité paraîtrait nécessaire,
Il avait une forte batterie de bouteilles de leyde et 40 éléments de bunsen tout neufs. M. Nibor le remercia en souriant. « Gardez vos richesses, lui dit-il. Avec une baignoire et une chaudière d'eau bouillante, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Le colonel ne manque de rien que d'humidité. Il s'agit de lui rendre la quantité d'eau nécessaire au jeu des organes. Si vous avez un cabinet où l'on puisse amener un jet de vapeur, nous serons plus que contents. » Tout justement, M. Audret, l'architecte, avait construit auprès du laboratoire une petite salle de bain commode et claire. La célèbre machine à vapeur n'était pas loin, et sa chaudière n'avait servi jusqu'à présent qu'à chauffer les bains de M. et Mme Renaud. Le colonel fut transporté dans cette pièce avec tous les égards que méritait sa fragilité. Il ne s'agissait pas de lui casser sa deuxième oreille dans la hâte du déménagement. Léon courut allumer le feu de la chaudière et M. Nibor le nomma chauffeur sur le champ de bataille. Bientôt, un jet de vapeur tiède pénétra dans la salle de bain, créant autour du colonel une atmosphère humide qu'on éleva par degrés et sans secousse jusqu'à la température du corps humain. Ces conditions de chaleur et d'humidité furent maintenues, avec le plus grand soin, durant 24 heures. Personne ne dormit dans la maison. Les membres de la commission parisienne campaient dans le laboratoire. Léon chauffait. M. Nibor, M. Renaud et M. Martout s'en allaient, tour à tour, surveiller le thermomètre. Mme Renaud faisait du thé, du café et même du punch. Gouton, qui avait communié le matin, priait Dieu dans un coin de sa cuisine pour que ce miracle impie ne réussît pas. Une certaine agitation régnait déjà dans la ville, mais on ne savait s'il fallait l'attribuer à la fête du 15 ou à la fameuse entreprise des 7 savants de Paris. Le 16 à 2 heures, on avait obtenu des résultats encourageants. La peau et les muscles avaient recouvré presque toute leur souplesse, mais les articulations étaient encore difficiles à fléchir. L'état d'affaissement des parois du ventre et des intervalles des côtes montrait enfin que les viscères étaient loin d'avoir repris la quantité d'eau qu'ils avaient perdue autrefois chez M. Meiser. Un bain fut préparé et maintenu à la température de 37,5 degrés. On y laissa le colonel pendant 2 heures, en ayant soin de lui passer souvent sur la tête une éponge fine imbibée d'eau. M. Nibor le retira du bain lorsque la peau, qui s'était gonflée plus vite que les autres tissus, commença à prendre une teinte blanche et à se rider légèrement. On le maintint jusqu'au soir du 16 dans cette salle humide, où l'on disposa un appareil qui laissait tomber, de temps à autre, une pluie fine à 37,5 degrés. Un nouveau bain fut donné le soir. Pendant la nuit, le corps fut enveloppé de flanelle, mais maintenu constamment dans la même atmosphère de vapeur. Le 17 au matin, après un 3e bain d'1h30, les traits de la figure et les formes du corps avaient leur aspect naturel. On eût dit un homme endormi. 5 ou 6 curieux furent admis à le voir, entre autres le colonel du 23e. En présence de ces témoins, M. Nibor fit mouvoir successivement toutes les articulations et prouva qu'elles avaient repris leur souplesse. Il massa doucement les membres, le tronc et l'abdomen. Il entr'ouvrit les lèvres, écarta les mâchoires, qui étaient assez fortement serrées, et vit que la langue était revenue à son volume et à sa consistance ordinaire. Il entr'ouvrit les paupières, le globe des yeux était ferme et brillant. « Messieurs, dit le savant, voilà des signes qui ne trompent pas. Je réponds du succès. Dans quelques heures, vous assisterez aux premières manifestations de la vie. » « Mais, interrompit un des assistants, pourquoi pas tout de suite ? Parce que les conjonctifs sont encore un peu plus pâles qu'il ne faudrait.
mais ces petites veines qui parcourent le blanc des yeux ont déjà pris une physionomie très rassurante. Le sang s'est bien refait. Qu'est-ce que le sang? Des globules rouges nageant dans du sérum ou petit lait. Le sérum du pauvre Fougas s'était desséché dans les veines. L'eau que nous y avons introduite graduellement par une lente endosmose a gonflé l'albumine et la fibrine du sérum qui est revenue à l'état liquide. Les globules rouges que la dessiccation avait agglutinés demeuraient immobiles comme des navires échoués à la marée basse. Les voilà remis à flot. Ils épaississent, ils s'enflent, ils arrondissent leurs bords, ils se détachent les uns des autres, ils se mettront à circuler dans leurs canaux à la première poussée qui leur sera donnée par les contractions du cœur. Reste à savoir, dit M. Renaud, si le cœur voudra se mettre en branle. Dans un homme vivant, le cœur se meut sous l'impulsion du cerveau transmise par les nerfs. Le cerveau agit sous l'impulsion du cœur, transmise par les artères. Le tout forme un cercle parfaitement exact, hors duquel il n'y a pas de salut. Et lorsque le cœur et le cerveau ne fonctionnent ni l'un ni l'autre, comme chez le colonel, je ne vois pas lequel des deux pourrait donner l'impulsion à l'autre. « Monsieur, répliqua en souriant le docteur Nibor, la vie se manifestera dès que le cerveau ou le cœur, ou quelqu'une des parties du corps qui ont la propriété d'agir spontanément, aura repris la quantité d'eau dont elle a besoin. La substance organisée a des propriétés qui lui sont inhérentes et qui se manifestent d'elle-même, sans l'impulsion d'aucun principe étranger, pourvu qu'elle se trouve dans certaines conditions de milieu. Pourquoi les muscles de M. Fougas ne se contractent-ils pas encore? Pourquoi le tissu du cerveau n'entre-t-il pas en action? Parce qu'ils n'ont pas encore la somme d'humidité qui leur est nécessaire. Il manque peut-être un demi-litre d'eau dans la coupe de la vie. Mais je ne me hâterai pas de la remplir. J'ai trop peur de la casser. Avant de donner un dernier bain à ce brave, il faut encore masser tous ses organes, soumettre son abdomen à des pressions méthodiques afin que les séreuses du ventre, de la poitrine et du cœur soient parfaitement déagglutinées et susceptibles de glisser les unes sur les autres. Vous comprenez que le moindre accroc dans ces régions-là, et même la plus légère résistance, suffirait pour tuer notre homme dans l'instant de sa résurrection. Tout en parlant, il joignait l'exemple au précepte et pétrissait le torse du colonel. Comme les spectateurs remplissaient un peu trop exactement la salle de bain et qu'il était presque impossible de s'y mouvoir, M. Nibor les pria de passer dans le laboratoire. Mais le laboratoire se trouva tellement plein qu'il fallut l'évacuer au profit du salon. Les commissaires de la Société de biologie avaient à peine un coin de table où rédiger le procès-verbal. Le salon même était bourré de monde, ainsi que la salle à manger et jusqu'à la cour de la maison. Amis, étrangers, inconnus se serraient les coudes et attendaient en silence. Mais le silence de la foule n'est pas beaucoup moins bruyant que le grondement de la mer. Le gros docteur Martout, extraordinairement affairé, se montrait de temps à autre et fendait les flots de curieux comme un galion chargé de nouvelles. Chacune de ses paroles circulait de bouche en bouche et se répandait jusque dans la rue, où 30 groupes de militaires et de bourgeois s'agitaient en tous sens. Jamais cette petite rue de la Faisanderie n'avait vu semblable cohue. Un passant étonné s'arrêta, demandant « Qu'y a-t-il? Est-ce un enterrement ?»« Au contraire, monsieur. »« C'est donc un baptême ?»« À l'eau chaude. »« Une naissance ? » ?»« Une renaissance. »« Capral !» disait un conscrit de la classe de 1859. « Quoi, Tialia ?» Fréminot. « C'est-il vrai qu'ils font bouillir un ancien dans une marmite, histoire de le réhabiliter dans ses habits de colonel ? » Vrai ou pas vrai, subalterne, je me le suis laissé dire. J'imagine
que c'est une histoire sans fondement, sous votre respect. Apprenez, Fréminot, que rien n'est impossible à vos supérieurs. Vous n'ignorez pas concurremment que les légumes sèches, en les faisant bouillir, récapitulent leur état primitif et surnaturel. Mais, Capral, que si on les cuisait 3 jours de temps, elles tomberaient en bouillie. Mais imbécile, pourquoi que les anciens on les appelle des durs à cuire? À midi, le commissaire de police et le lieutenant de gendarmerie fendirent la presse et s'introduisirent dans la maison. Ces messieurs s'empressèrent de déclarer à M. Renaud, père, que leur visite n'avait rien d'officiel et qu'ils venaient en curieux. Ils rencontrèrent dans le corridor le sous-préfet, le maire et Goton, qui se lamentaient tout haut de voir le gouvernement prêter les mains à des sorcelleries pareilles. Vers 1 heure, M. Nibor fit prendre au colonel un nouveau bain prolongé, au sortir duquel le corps subit un massage plus fort et plus complet que le premier. « Maintenant, dit le docteur, nous pouvons transporter M. Fougas au laboratoire pour donner à sa résurrection toute la publicité désirable. Mais il conviendrait de l'habiller, et son uniforme est en lambeaux. »« Je crois, répondit le bon M. Renaud, que le colonel est à peu près de ma taille. Je puis donc lui prêter des habits à moi. Fasse le ciel qu'il les use. Mais entre nous, je ne l'espère pas. » Goton apporta, en grommelant, ce qu'il faut pour vêtir un homme complètement nu. Mais sa mauvaise humeur ne tint pas devant la beauté du colonel. « Pauvre monsieur !» s'écria-t-elle. « C'est jeune, c'est frais, c'est blanc, comme un petit poulet. S'il ne revenait pas, ce serait grand dommage. » Il y avait environ 40 personnes dans le laboratoire lorsqu'on y transporta Fougas. M. Nibor, aidé de M. Martout, l'assit sur un canapé et réclama quelques instants de vrai silence. Madame Renaud fit demander sur ses entrefaites s'il lui était permis d'entrer. On l'admit. « Madame et messieurs, dit le docteur Nibor, la vie se manifestera dans quelques minutes. Il se peut que les muscles agissent les premiers et que leur action soit convulsive, n'étant pas encore réglée par l'influence du système nerveux. Je dois vous prévenir de ce fait pour que, le cas échéant, vous ne soyez pas effrayés. J'espère bien, au reste, que les premières contractions spontanées se produiront dans les fibres du cœur. C'est ce qui arrive chez l'embryon, où les mouvements rythmiques du cœur précèdent les actes nerveux. » Il se remit à exercer des pressions méthodiques sur le bas de la poitrine, stimulant la peau des mains, entr'ouvrant les paupières, explorant le pouls, auscultant la région du cœur. L'attention des spectateurs fut un instant détournée par un tumulte extérieur. Un bataillon du 23e passait, musique en tête, dans la rue de la Faisanderie. Tandis que les cuivres ébranlaient les fenêtres de la maison, une rougeur subite empourpra les joues du colonel. Ses yeux, qui étaient restés entr'ouverts, brillèrent d'un éclat plus vif. Au même moment, le docteur, qui auscultait la poitrine, s'écria « J'entends les bruits du cœur !» À peine avait-il parlé que la poitrine se gonfla par une aspiration violente, les membres se contractèrent, le corps se dressa et l'on entendit un cri de « Vive l'empereur !» Mais, comme si un tel effort avait épuisé son énergie, le colonel Fougas retomba sur le canapé en murmurant d'une voix éteinte. « Où suis-je, garçon, l'annuaire !» Parmi les personnes présentes à cette scène, il n'y en avait pas une seule qui eût vu des résurrections. Je vous laisse à penser la surprise et la joie qui éclatèrent dans le laboratoire. Une triple salve d'applaudissements mêlés de cris
salua le triomphe du docteur Nibor. La foule, entassée dans le salon, dans les couloirs, dans la cour et jusque dans la rue, comprit à ce signal que le miracle était accompli. Rien ne put la retenir. Elle enfonça les portes, surmonta les obstacles, culbuta tous les sages qui voulaient l'arrêter et vint enfin déborder dans le cabinet de physique. « Messieurs !» criait M. Nibor. « Vous voulez donc le tuer ?» Mais on le laissait dire. La plus féroce de toutes les passions, la curiosité, poussait la foule en avant. Chacun voulait voir, au risque d'écraser les autres. M. Nibor tomba, M. Renaud et son fils, en essayant de le secourir, furent abattus sur son corps. Mme Renaud fut renversée à son tour aux genoux du colonel et se mit à crier du haut de sa tête. « Sacrebleu !» dit Fougas en se dressant comme par ressort. « Ces gredins-là vont nous étouffer si on ne les assomme. » Son attitude, l'éclat de ses yeux et surtout le prestige du merveilleux firent un vide autour de lui. On aurait dit que les murs s'étaient éloignés ou que les spectateurs étaient rentrés les uns dans les autres. « Hors d'ici tous !» s'écria Fougas de sa plus belle voix de commandement. Un concert de cris, d'explications, de raisonnements s'élève autour de lui. Il croit entendre des menaces. Il saisit la première chaise qui se trouve à sa portée, la brandit comme une arme. Il pousse, frappe, culbute les bourgeois, les soldats, les fonctionnaires, les savants, les amis, les curieux, le commissaire de police, et verse ce torrent humain dans la rue avec un fracas épouvantable. Cela fait, il referme la porte au verrou, revient au laboratoire, voit 3 hommes debout auprès de Madame Renaud et dit à la vieille dame, en adoucissant le ton de sa voix. « Voyons, la mère, faut-il expédier ces 3-là comme les autres ?»« Gardez-vous-en bien !» s'écria la bonne dame. « Mon mari et mon fils, monsieur, et monsieur le docteur Nibor, qui vous a rendu la vie. »« En ce cas, honneur à eux, la mère. Fougas n'a jamais forfait aux lois de la reconnaissance et de l'hospitalité. Quant à vous, monsieur Esculape, touchez-la. » Au même instant, il s'aperçut que 10 à 12 curieux s'étaient hissés du trottoir de la rue jusqu'aux fenêtres du laboratoire. Il marcha droit à eux et ouvrit avec une précipitation qui les fit sauter dans la foule. « Peuple !» dit-il, « j'ai culbuté une centaine de pendours qui ne respectaient ni le sexe ni la faiblesse. Ceux qui ne seront pas contents. Je m'appelle le colonel Fougas du 23e, et vive l'empereur !» Un mélange confus d'applaudissements, de cris, de rires et de gros mots répondit à cette allocution bizarre. Léon Renaud se hâta de sortir pour porter des excuses à tous ceux à qui l'on en devait. Il invita quelques amis à dîner le soir même avec le terrible colonel. Fougas, après avoir parlé au peuple, se retourna vers ses hôtes en se dandinant d'un air crâne, se mit à cheval sur la chaise qui lui avait déjà servi, releva les crocs de sa moustache et dit « Ah ça, causons. J'ai donc été malade ? Très malade. C'est fabuleux. Je me sens tout dispos. J'ai faim et même, en attendant le dîner, je boirais bien un verre de votre schnick. » Madame Renaud sortit, donna un ordre et rentra aussitôt. « Mais dites-moi donc où je suis, » reprit le colonel. « À ces attributs du travail, je reconnais un disciple d'Uranie, peut-être un ami de Monge et de Berthollet. Mais l'aimable cordialité empreinte sur vos visages me prouve que vous n'êtes pas des naturels de ce pays de choucroute. Oui, j'en crois les battements de mon cœur. Amis, nous avons la même patrie. La sensibilité de votre accueil, à défaut d'autres indices, m'aurait averti que vous êtes français. Quels hasards vous ont amené si loin du sol natal ? Enfants de mon pays, quelle tempête vous a jeté sur cette rive inhospitalière ?
Mon cher colonel, répondit M. Nibor, si vous voulez être bien sage, vous ne ferez pas trop de questions à la fois. Laissez-nous le plaisir de vous instruire tout doucement et avec ordre, car vous avez beaucoup de choses à apprendre. Le colonel rougit de colère et répondit vivement. Ce n'est toujours pas vous qui m'en remontrerez, mon petit monsieur. Une goutte de sang qui lui tomba sur la main détourna le cours de ses idées. Tiens, dit-il, est-ce que je saigne? Cela ne sera rien, la circulation s'est rétablie. Et votre oreille cassée, il porta vivement la main à son oreille et dit « C'est pardieu vrai, mais au diable si je me souviens de cet accident-là. Je vais vous faire un petit pansement, et dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. » Ne vous donnez pas la peine, mon cher Hippocrate, une pincée de poudre, c'est souverain. M. Nibor se mit en devoir de le penser, un peu moins militairement. Sur ces entrefaites, Léon rentra. « Ah ah !» dit-il au docteur, « vous réparez le mal que j'ai fait. »« Tonnerre !» s'écria Fougas en s'échappant des mains de M. Nibor pour saisir Léon au collet. « C'est toi, Clampin, qui m'as cassé l'oreille !» Léon était très doux, mais la patience lui échappa. Il repoussa brusquement son homme. « Oui, monsieur, c'est moi qui vous ai cassé l'oreille en la tirant, et si ce petit malheur ne m'était pas arrivé, il est certain que vous seriez aujourd'hui à 6 pieds sous terre. C'est moi qui vous ai sauvé la vie, après vous avoir acheté de mon argent, lorsque vous n'étiez pas coté plus de 25 louis. C'est moi qui ai passé 3 jours et 2 nuits à fourrer du charbon sous votre chaudière. C'est mon père qui vous a donné les vêtements que vous avez sur le corps. Vous êtes chez nous. Buvez le petit verre d'eau-de-vie que Goton vous apporte, mais pour Dieu, quittez l'habitude de m'appeler Clampin, d'appeler ma mère la mère, et de jeter nos amis dans la rue en les traînant de pendour. Le colonel, tout ahuri, tendit la main à Léon, à M. Renaud et au docteur, baisa galamment la main de Mme Renaud, avala d'un trait un verre à vin de Bordeaux rempli d'eau-de-vie jusqu'au bord, et dit d'une voix émue. « Vertueux habitants, oubliez les écarts d'une âme vive mais généreuse. Dompter mes passions sera désormais ma loi. Après avoir vaincu tous les peuples de l'univers, il est beau de se vaincre soi-même. » Cela dit, il livra son oreille à M. Nibor, qui acheva le pansement. « Mais, dit-il, en recueillant ses souvenirs, on ne m'a donc pas fusillé ? Non. Et je n'ai pas été gelé dans la tour ? Pas tout à fait. Pourquoi m'a-t-on ôté mon uniforme ? Je devine, je suis prisonnier. Vous êtes libre. Libre ? Vive l'empereur ! Mais alors, pas un moment à perdre. Combien de lieues d'ici à Tanzik ? C'est très loin. Comment appelez-vous cette bicoque ? Fontainebleau. Fontainebleau, en France ? Seine-et-Marne. Nous allions vous présenter le sous-préfet lorsque vous l'avez jeté dans la rue. Je me fiche pas mal de tous les sous-préfets. J'ai une mission de l'empereur pour le général Rapp et il faut que je parte aujourd'hui même pour Danzig. Dieu sait si j'arriverai à temps. Mon pauvre colonel, vous arriveriez trop tard. Danzig est rendu. C'est impossible. Depuis quand ? Depuis tantôt 46 ans. Tonnerre ! Je n'entends pas qu'on se moque de moi. M. Nibor lui mit en main un calendrier et lui dit « Voyez vous-même, nous sommes au 17 août 1859. Vous vous êtes endormi dans la tour de Liebenfeld le 11 novembre 1813. Il y a donc 46 ans, moins 3 mois, que le monde marche sans vous. Il faudra au colonel Fougas passer par de nombreuses épreuves,
et vivre bien des aventures avant de reprendre vraiment sa place dans la société et y trouver famille et bonheur. Edmond About.